Bon, d'abord, je voulais m'excuser auprès de tout le monde pour ne pas être présent euh, cet après-midi. J'ai présenté mes excuses aux organisateurs et je présente toutes mes excuses à l'ensemble des participants. Euh, je voulais dire que l'ANRS, maladie infectieuse émergente, est bien sûr très heureux d'organiser cet événement et qu'on remercie vraiment au comité de pilotage, l'ensemble de comités de pilotage qui travaillent sur ce colloque depuis un moment euh, pour, euh, pour l'organisation, parce que c'est un sujet important pour nous. On a commencé avec Patrice, avec Christine, avec Joseph, à travailler il y a quelques années de ça au sein de Reacting autour des HPV, avec la mise en place de l'agence, l'extension vers les IST, maladies infectieuses et émergentes. Je pense que c'est un sujet qui est encore plus important au sein de l'agence. Et en plus, on aura des moyens de financement parce que ça rentre vraiment ce qu'on n'avait pas il y a 4 ans hein, quand on a commencé. Et ça, je pense que c'est très important. On a demandé à établir une liste de priorités autour des infections sexuellement transmissibles en, en général, parce qu'on va pas pouvoir travailler sur tout. Et il est évident que l'HPV fait partie de ces priorités. Et on attend sous peu les recommandations de groupe, mais on va commencer, j'espère, ça a été déjà commencé, mais essayer d'être encore plus fort, être encore plus ambitieux sur la recherche autour de l'HPV en général. Et voilà, je voulais vous remercier, vous tous, je passe la parole à Etam pour l'animation de cette partie. Et si tu es d'accord, Etam, de temps en temps, j'interviendrai pour poser des questions, mais je lèverai gentiment ma main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yazdan. Donc, je vous propose de commencer cette session qui est assez riche, qui est assez multidisciplinaire. On va parler d'oropharynx, de canal anal, de col, de biologie, de vaccination. Et on va commencer par les cancers de l'oropharynx. Alors, pour moi, c'est un sujet qui me tient très à cœur. Je suis ORL de formation. Et les cancers de l'oropharynx, en tant que clinicien, ce qui nous a le plus marqué quand on a découvert cette maladie, puisque les cancers oropharyngés HPV positifs, c'est un petit peu le dernier venu au sein de ces cancers HPV induits. Et ce qui nous a beaucoup marqué en tant que clinicien, c'était que ces tumeurs avaient un bon pronostic par rapport au pronostic catastrophique des cancers traditionnellement liés au tabac et à l'alcool. On a donc pensé qu'on pouvait changer notre paradigme thérapeutique en traitant moins fort ces patients pour pouvoir les guérir, mais pour qu'ils aient moins de séquelles. Et les résultats de gros essais cliniques récents montrent que c'est beaucoup plus complexe, que c'est une maladie beaucoup plus hétérogène en termes de pronostic et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre d'un point de vue biologique. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec Alain Young, qui est responsable du laboratoire de biologie tumorale à l'IRCANS à Strasbourg, qui va justement nous décrire cette hétérogénéité moléculaire et ce pronostic variable de cancer HPV positif. Alain? Bonjour à tous et à tous. Je remercie le comité d'organisation de donner l'opportunité aujourd'hui de présenter les résultats, quelques résultats récents du laboratoire. Donc, qui concernent, comme Hassan l'a dit, les cancers ORL en plus particulièrement de l'oropharynx induit par HPV. Donc, je ne vais pas revenir en détail sur des choses qui ont déjà été dites ce matin. Mais effectivement, donc, HPV 16 est le type majoritaire qui concerne plus de 80-90% de ces tumeurs. Son incidence est en augmentation très importante à l'heure actuelle et l'identification des lésions qui sont cliniquement pertinentes se fait idéalement sur la base de l'expression de l'ARN messager qui code les oncoprotéines E6 et E7. Donc, et comme l'a dit Aessam, donc ça c'est un papier qui date déjà, publié en 2010, qui montre qu'effectivement ces patients HPV positifs présentent un bien meilleur pronostic que leur équivalent HPV négatif d'origine alcoolo-tabagique. Donc, sur la base de ces observations, lors de la publication de la 8e édition du staging AGCC, le statut HPV a été introduit dans la stadification des tumeurs de l'oropharynx.
Et sur la base finalement de ce meilleur pronostic dans la communauté, la question qui s'est posée, est-ce qu'on peut proposer une désescalade thérapeutique à ces patients pour améliorer l'index thérapeutique? J'ai choisi de vous montrer un exemple parmi ceux qui sont disponibles dans la littérature où les patients ont été traités en première intention, soit par un bras traditionnel, radiochimiothérapie à base de cisplatine, soit par un bras associant la radiothérapie avec une thérapie ciblée anti-EGFR, le cetuximab. Et la déception qui est sortie de ces essais cliniques montre que finalement, le bras traditionnel radiochimiothérapie à base de cisplatine fait mieux que son équivalent où le cisplatine est remplacé par le cetuximab. Donc, la question qui a rapidement émergé, c'est est-ce que finalement, ces patients HPV+, est-ce qu'ils sont hétérogènes? Est-ce que cette hétérogénéité peut expliquer ce genre de résultats? Et si oui, comment mieux sélectionner les patients qui seraient éligibles à une désescalade thérapeutique? Et notamment, qui dit sélection des patients, peut-on mettre à jour des biomarqueurs moléculaires capables de faire cette sélection? Alors, cette hétérogénéité, on l'avait déjà constaté au laboratoire il y a quelques années, notamment chez des patients HPV positifs, stratifiés ici sur l'expression de CD8, donc qui est associé dans le cas des lésions avec une expression de CD8 élevée à une infiltration de ces tumeurs par des lymphocytes T, contrairement à ces tumeurs-là qui sont beaucoup moins infiltrées. Et effectivement, on constatait que chez des patients strictement HPV positifs, les patients exprimant peu CD8 alpha, donc étant moins infiltrés, avaient un plus mauvais pronostic. On a voulu rentrer un peu plus dans le détail à partir d'analyses moléculaires. Donc, on a ici une analyse du transcriptome de tumeurs sur un petit groupe de patients qui montre qu'on a, sur la base d'une analyse non supervisée, où le logiciel va ne pas tenir compte finalement de l'identité des patients, essayer de trouver des profils d'expression différents. Et il trouve ici, sur la base de l'expression d'environ 150 gènes, ce groupe de patients avec effectivement des gènes surexprimés ici, comme des gènes de la réponse immunitaire, notamment les granzymes B et K, qui sont des patients qui finalement ont un meilleur pronostic que ces deux patients ici, avec un pronostic qui est beaucoup plus sombre. Alors évidemment, là, on a un effectif relativement très faible sur cette signature moléculaire, mais on l'a validé, je n'ai pas le temps de vous montrer les résultats, sur d'autres jeux de données transcriptomiques disponibles dans la littérature. Alors au-delà de ces gènes de la réponse immunitaire, on s'est rendu compte qu'il y avait certains gènes, comme par exemple ici S117, S119, THBS4, qui étaient différentiellement exprimés entre ces deux types de tumeurs. Et de manière intéressante, un papier sorti dans la littérature en 2006 avait montré que ces gènes étaient régulés par delta NP63. Qu'est-ce que c'est delta NP63? C'est un gène de la famille de P53, donc P53 étant le fondateur de la famille, avec P73 et donc P63. C'est une protéine relativement complexe. Je ne vais pas outre mesure rentrer dans les détails, mais notamment on l'appelle delta NP63 parce qu'il est tronqué dans sa partie N-terminale, dépourvu de son domaine de transactivation. Et c'est cette isoforme delta NP63 qui est majoritairement exprimée dans l'épithélium de la sphère ORL. Par contre, dans la littérature, ce qui n'est pas du tout clair, c'est est-ce que delta NP63 joue un rôle oncogène ou suppresseur de tumeurs. Là, les études qui sont publiées sont relativement contradictoires. Donc, on a dans un premier temps voulu valider l'existence de cette signature moléculaire sur un groupe plus important de tumeurs. On l'a fait notamment par immunohistochimie, donc avec effectivement une stratification sur la base de l'expression de delta NP63 en groupe d'expression élevée ou bas. Et on constate effectivement que dans le groupe d'expression delta NP63 élevé, on a une très forte expression de S119 et une très faible expression de THBS4 et vice-versa dans les tumeurs avec une expression plus faible. Et sur la base de cette expression de stratification sur delta NP63, on a pu confirmer sur un groupe de patients un petit peu plus élevé qu'effectivement l'expression de delta NP63 est associée à un meilleur pronostic sur la survie sans métastase à 3 ans. Et c'est le cas également, et de manière encore plus importante, plus stratifiante, sur l'expression des gènes qui régulent. Donc là, on a mesuré l'expression de THBS4 et S119 par RT-PCR quantitative, et en combinant finalement avec les cut-offs déterminés sur l'expression de ces deux gènes et en les combinant, on constate qu'effectivement, on a ici le groupe S119 plus THBS4-, correspondant aux tumeurs delta NP63 élevées, qui ont un bien meilleur pronostic que
que l'équivalent ou l'expression de S119 est diminuée ou l'expression de THBS4 est élevée. Donc, d'un point de vue biologique, est-ce que tout ça fait sens? Donc, pour essayer de comprendre un petit peu plus quel pouvait être le rôle de delta NP63 dans l'agressivité tumorale, donc on a utilisé un modèle cellulaire, les cellules SCC90, donc qu'on utilise comme modèle cellulaire de cancer ORL HPV-16 positif, dans lesquels par ARN interférence, on a artificiellement inhibé l'expression de P63. Et l'inhibition de l'expression de P63 dans ces tumeurs est accompagnée par une augmentation de ces cellules, donc dans un transwell assay, à migrer ou à envahir une membrane de cellulose. Donc finalement, avoir un comportement plus migratoire et plus invasif. On a fait l'expérience miroir sur une autre lignée cellulaire appelée SCC47, elle aussi HPV-16 positive. Là, on a fait l'inverse. On a forcé l'expression de P63 dans ces cellules avec un vecteur d'expression et on observe la tendance inverse, à savoir que l'expression de delta NP63 est associée à une diminution des caractéristiques migratoires et invasives de ces cellules. Donc, ce qui fait sens avec la propension à faire plus de métastases quand il y a moins de P63. On a également analysé l'expression, la relation entre l'expression de P63 et la réponse aux cisplatines. Donc, on a cultivé les cellules SCC90 de manière à ce qu'elles forment des sphéroïdes et on les a incubées avec des concentrations croissantes de cisplatine. Donc, et au préalable, dans le bras delta NP63 ici, on avait inhibé l'expression P63 et on constate qu'effectivement, l'inhibition de l'expression de delta NP63, quand on mesure la survie cellulaire, est accompagnée à une augmentation de la survie, autrement dit, à une résistance aux cisplatines. Et on a, sur la base de ce résultat, voulu savoir si d'un point de vue moléculaire, cela était, on pouvait associer ça à de la mort cellulaire apoptotique. Notamment, on a ici l'expression de la caspase-3 qu'on a utilisée comme marqueur de l'apoptose. Et on constate que dans les cellules qui sont invalidées pour l'expression de delta NP63, on a une diminution après traitement de cisplatine à son IC75 de l'expression de la caspase-3. Et à l'inverse, encore une fois, l'expérience miroir, dans les SCC47, après surexpression de delta NP63, on a une augmentation de l'expression du clivage de la caspase-3, donc suggérant qu'effectivement, le niveau d'expression de delta NP63 régule l'induction de l'apoptose en réponse aux cisplatines. Donc, pour conclure rapidement les résultats que je vous ai présentés, donc on a les tumeurs HPV positives de l'oropharynx qui présentent une hétérogénéité moléculaire, probablement entre autres sur la base de cette signature dépendante de delta NP63, qui permet de stratifier les tumeurs en delta NP63 bas versus delta NP63 élevé. Et delta NP63, d'un point de vue biologique, joue un rôle sur la régulation de la migration et de l'invasion d'une part, et de la réponse aux cisplatines et l'induction de l'apoptose d'autre part, ce qui impacte vraisemblablement le pronostic chez les patients. Alors, il y a des résultats que je n'ai pas eu le temps de vous présenter, mais qui montrent que delta NP63 est également responsable de la régulation de l'expression d'un certain nombre de cytokines et de chimiokines, capables de réguler l'activité et le recrutement de cellules immunitaires dans le micro-environnement tumoral. À partir de là, un certain nombre de questions restent totalement ouvertes. Donc, au jour d'aujourd'hui, on ne comprend pas encore finalement les raisons biologiques et moléculaires qui expliquent finalement ces différentes expressions de delta NP63 dans ces tumeurs, d'une part. D'autre part, la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'identification des cibles transcriptionnelles de delta NP63, donc les gènes qu'ils régulent, peuvent-ils potentiellement servir de biomarqueurs pertinents d'un point de vue à la fois clinique et biologique pour la stratification des patients auxquels on souhaiterait proposer une désescalade thérapeutique. Et sinon, le point sur lequel on est en train de travailler davantage, notamment par rapport au questionnement qui concerne l'immunothérapie, c'est finalement le rôle que joue delta NP63 dans la régulation de la réponse immunitaire et son impact plus précis sur le micro-environnement tumoral. Donc voilà, j'aimerais terminer par remercier donc l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce travail, et notamment c'est essentiellement le travail de deux doctorantes, donc Christelle Loni et Jana Murtada. Je remercie également l'ensemble des collaborateurs avec qui ont contribué directement à ce travail,
et finalement donc nos financeurs, hein, et je vous remercie pour votre attention.